Tout au long de cette journée, et avec tant de souvenirs, de photos, de visages, de moments, j'ai été saisi par une immense vague de gratitude. Immense vague de gratitude parce que j'ai pensé d'abord à celles avec qui nous avons construit cette folie du Parti démocrate européen. Nous étions, pour un grand nombre d'entre nous, membres du puissant Parti populaire européen. D'autres étaient dans d'autres horizons, pas éloignés, proches. Nous éprouvions pour tous un malaise dans les organisations qui étaient les nôtres, mais entre éprouver un malaise et décider qu'on va, envers et contre tout le monde, construire une proposition politique nouvelle au cœur de l'Europe, c'était un peu plus qu'un défi, un peu plus qu'une imprudence, et quelque chose qui se rapproche un peu de la folie, de l'audace dangereuse. Je me souviens très exactement du moment où j'ai décidé ce choix. On était à Rome. Le président du Parti populaire européen, c'était Helmut Kohl. Nous étions les héritiers de la démocratie chrétienne européenne. Et on était à Rome parce que le chef du gouvernement, c'était Romano Prodi, qui était membre du PPE. Et dans cette réunion, au sommet, j'étais vice-président du PPE et Helmut Kohl nous a annoncé que nous allions abandonner notre alliance avec Romano Prodi pour passer dans une alliance avec Berlusconi. Et dans le même temps, le PPE avait décidé de passer dans une alliance avec les conservateurs britanniques. Alors j'ai pris la parole. Helmut Kohl était très gentil avec moi, en dépit de la différence de statut, d'âge et tout ça. Et je lui ai dit, écoute, Helmut, c'est assez simple. Je ne sais pas d'où je tenais cette certitude. Je lui ai dit, je peux donner mes enfants à élever à Romano Prodi, je ne peux pas les donner à élever à Silvio Berlusconi. Et je ne savais rien, mais rien de ce qui apparaîtrait plus tard et serait révélé plus tard dans le domaine précisément des valeurs d'éducation. Et je suis parti. Ce qui a créé entre Romano Prodi, que vous avez entendu, et moi, et Francesco, avec le parcours qui était le sien, à la mairie de Rome en particulier, ce qui a créé comme, vous savez, une de ces solidarités de combat, de frères d'armes, qui est une fraternité et un peu plus, et qui fait que jamais on ne se sépare. Et puis, évidemment, il y avait Marielle. Je rappelle, 2004, c'est la révolution orange en Ukraine. Toutes ces choses sont arrivées en même temps. Et Marielle, c'était
un soldat, un capitaine, et une tendresse. Et puis, cette vague de gratitude à l'égard de Romano, de Francesco, de Marielle, elle s'étend à toi, Sandro. Parce que tu étais là, mais pas seulement parce que tu étais là, parce que depuis 2 ans, tu assumes cette responsabilité d'animation de cette famille politique avec engagement, avec vaillance, avec talent et avec cette caractéristique d'être infatigable sur ce chemin. Et pour moi, vous voyez, c'est ce réseau d'amitié-là. Tout au long de la journée, on voyait les slides et ça me faisait battre le cœur. Et ça me faisait battre le cœur spécialement parce que cette journée n'est pas tout à fait comme les autres, c'est la Saint-Nicolas. Et j'ai des petits-enfants belges qui attendent la venue de Saint-Nicolas, qui attendaient ce matin. Et il y avait sur le réseau social familial toutes les injonctions à Saint-Nicolas de bien vouloir visiter la maison dans le numéro à Liège. Puis c'est une journée qui a naturellement des échos en France sur lesquels je ne m'étendrai qu'une seconde à la fin. Intense émotion, intense gratitude et intense inquiétude. Tout à l'heure, dans un petit moment, paragraphe de notre débat, formidablement organisé par les engagés, avec des orateurs remarquables venus, y compris d'outre-Manche, du Venezuela, à l'invitation de Sandro. Je vais dépasser un tout petit peu le temps que tu m'impartis là, parce qu'ils sont en train de me mettre des voyants rouges en disant « faut finir ». Je vais peut-être prendre 3 minutes de plus. Et donc, et c'était passionnant de voir des États-Unis. C'était passionnant de voir à quel point ces questions sont devenues aujourd'hui des questions globales. Maxime Prévost l'a dit et tu l'as dit aussi. Jamais ça n'a été le cas à ce point. Si l'on prend, on a vécu il y a 20 ans, il y a 30 ans, un monde stable, qui paraissait stable. Je ne dis pas que ça ne bouillait pas dans les profondeurs, mais aujourd'hui, ça n'est plus que ça fermente dans les profondeurs, c'est que ça explose de partout. Et ça explose sur le plus profond des états de l'âme humaine, dans nos démocraties en tout cas. Et où qu'on tourne le regard, à ce moment-là, on est saisi par le risque d'effondrement de tout ce à quoi nous avons cru et de tout ce à quoi ont cru après la guerre ceux qui ont construit l'Union européenne et pour moi la civilisation européenne. Et les symptômes sont multiples. Nous vivons sous la menace militaire de Poutine. Et pardon de poser la question crûment, si
la solidarité transatlantique disparaît ou s'affaiblit, quel équilibre pouvons-nous construire en Europe, Européens qui ont fui pendant des décennies la question de leur propre défense? Imaginez la situation si Trump, réalisant les promesses qu'il a faites, allant jusqu'au bout des promesses qu'il a faites, lève la solidarité avec l'Ukraine. Alors on imagine très bien le sort de l'Ukraine et le sort des Européens. Regardez ce que pensent les pays du nord de l'Europe sur ce sujet. Immense risque. On était dans un temps, il y a 20 ans, dans lequel l'industrie européenne avait une consistance respectée. Tu as dit les chiffres, c'est toi qui as dit les chiffres, 10% la Chine de l'usine globale il y a 20 ans, 35% aujourd'hui. Et qui ne voit l'allure de la courbe? Et donc, c'était solide. Et l'Allemagne était naturellement pénétrée de sa puissance, à juste titre, avec fierté. Et la situation aujourd'hui, l'un d'entre vous me disait, c'est 40 000 chômeurs qu'on annonce pour la semaine, là. Et donc, nos pays européens tout entiers sont dans un immense risque. Mais c'est rien à côté de ce qui se passe ailleurs. C'est rien à côté de ce qui se passe au Proche-Orient. C'est rien à côté de la menace de l'Iran. C'est rien à côté de la menace que la Chine fait peser sur Taïwan en particulier. Et ce n'est rien à côté des violences endémiques à une société que pourtant nous aimons profondément, qui est la société indienne. Nous étions fiers, il y a 20 ans, que le parti du Congrès soit le premier parti de notre courant démocrate sur la planète. Et vous voyez aujourd'hui à quel point se déchaînent des violences interethniques, interreligieuses, qu'ont bien du mal à tenir ceux qui ont les responsabilités de cet immense, vital et essentiel pays du monde. Nous sommes entrés dans un temps dans lequel tout est déstabilisé et dans lequel la seule loi, c'est la loi du plus fort, du plus violent, du plus agressif, du plus irrespectueux. Et quand on voit les nominations que Donald Trump, je dois dire, j'étais comme tout le monde. On espérait, dans les démocrates américains, on a senti assez vite que c'était pas sûr que ça tourne bien. Et on est capable assez bien de comprendre pourquoi. J'y reviendrai dans mon dernier mot. Mais j'avoue que dans mes cauchemars les plus irrésistibles, j'aurais pas imaginé la liste des nominations que Donald Trump a annoncées aux États-Unis. Nominations gouvernementales. Je vais dire une énormité, mais il y a des dingues là-dedans. M. Kennedy porte un grand nom, mais les déclarations qu'il fait, les choses qu'il dit, contre toute raison sanitaire, sont absolument effrayantes. Et les déclarations
les attitudes et les arrière-pensées de M. Elon Musk, pour des gens qui croient à la liberté et à la démocratie, sont purement et simplement effrayantes. Et donc nos pays ont tous de graves difficultés, à part le Pays basque, dont le parti dominant se trompe parfois dans les investitures. En France, par ailleurs, est un pôle de stabilité. Tu as dit pequeño, pequeñito, mais un pôle de stabilité, c'est pas rien. Nous nous connaissons avec le PNV depuis l'époque de la résistance à Franco. Et nous étions en France, nous aussi, pequeñitos, nous étions en France le mouvement qui accueillait les exilés du Pays basque dans la résistance à Franco. Donc, grande histoire. Tous nos pays sont dans ce trouble profond, à de très rares exceptions près. Et alors, est-ce qu'on peut essayer de descendre jusqu'au fond de ce trouble pour conclure ce congrès? Parce que tout ça n'est pas sans raison. La déstabilisation, c'est une déstabilisation des esprits et des âmes. Alors ça touche tous les aspects de la vie. Est-ce que je suis reconnu comme je devrais l'être? Est-ce que ma voix est entendue? Est-ce que j'ai la situation que je mérite? Et c'est ce qui me frappe, c'est que, et l'élection américaine a été pour moi une confirmation de plus, l'immense frustration des citoyens de base dans les pays démocratiques parce que ils ont le sentiment de ne plus avoir jamais droit au chapitre sur leur propre vie. La rupture absolue entre la base, celle qui travaille, celle qui est à la retraite, celle qui est au chômage, celle rupture absolue. Avec une frontière entre les puissants et les autres. Alors nous savons, nous, que les puissants ne sont pas puissants, sont réputés puissants. Ils sont privilégiés à bien des égards. Il y a une frontière. Et la frontière, Barbara, c'est l'écran. Il y a ceux qui sont d'un côté et ceux qui sont de l'autre côté. Ceux qui sont devant l'écran et ceux qui sont sur l'écran. Et cette frontière est une frontière qui touche à la question de la reconnaissance. Or, il se trouve que nous continuons à gouverner, nos pays, les pays démocratiques, continuent à gouverner comme si la bonne méthode, c'était que certains décident et les autres obéissent. Je ne crois plus à ça. Je pense que la question est de la co-responsabilité entre ceux qui décident et ceux qui vont avoir à participer à la société, aux décisions, à user des lois, à être jugés. Or, mes chers amis, si ça a quelque chose de vrai, ce que je défends devant vous,
La question démocratique est précisément celle-là. Quelle est la part que je reconnais légitime à participer aux décisions sur nos plus grandes questions, les retraites, les finances publiques? Quelle est la... Est-ce que je peux partager avec les citoyens la réflexion sur ces questions-là? Est-ce que c'est le pouvoir qui décide tout seul? Ou est-ce qu'on peut inventer, mettre au point une vie démocratique dans laquelle ceux qui sont en bas sont associés à la décision, à la responsabilité, à la réflexion, à la préparation, à la maturation de ce que nous devons trancher. Et vous voyez bien la frustration qui naît de ce qu'on leur dit on décide parce que c'est bien et on vous expliquera plus tard. Cette question-là, les engagés l'ont posée. Nous essayons de la poser en France. Et pour moi, il y a là une des clés. Et il y a une deuxième clé, c'est qu'on comprenne qu'on ne décide plus tout seul, on ne décide plus pour soi-même quand on est un pays, une nation. C'est que les frontières, ce qu'on croit être des frontières, désormais ne peuvent plus nous séparer définitivement de nos voisins les plus proches. Nous séparent même difficilement de ceux qui sont aux antipodes. Demandez aux producteurs de voitures électriques, par exemple, si les frontières, ça marche. Et donc cette question de la double exigence, les pouvoirs doivent sortir de leur isolement, de leur insularité. Ils ne doivent pas décider entre eux. Parce qu'autrement, ça provoque des éruptions épouvantables. Et vous ne pouvez plus faire croire que vous décidez tout seul. Parce que c'est fini. Double exigence, double dépendance dans laquelle le Parti démocrate européen, parce que c'est précisément son intuition, son rôle et les raisons de sa fondation, doit prendre toute sa charge de responsabilité et que nous devons affronter dans chacun de nos pays, dans les extrêmes difficultés que nous traversons tous. Ce moment historique que nous vivons, qui coïncide avec le 20e anniversaire du Parti démocrate européen, pour moi, il est, pour nous tous, la justification fondamentale de l'engagement qui est le nôtre depuis le début, mais qui aujourd'hui est devenu vital. Et il n'y a pas d'autre urgence. Alors on a bien fait de se réunir, on a bien fait de fonder ce parti et on a bien fait d'être ensemble pour affronter l'avenir. Merci beaucoup.